Avant toute chose, Batman n'a pas seulement été imaginé par Bob Kane. Rendons hommage à Bill Finger qui conseilla au dessinateur d'assombrir le costume, puis d'y ajouter une cagoule avec des oreilles en pointe et enfin de remplacer les ailes, inspirées des croquis de Léonard de Vinci, par une cape qui serait plus pratique à manier pour le justicier. Cette image, au passage, est une reconstitution faite par Harlan Schumer qui remarqua que la pose du justicier était calquée sur celle d'un dessin de Flash Gordon par Alex Raymond. Mais concernant Bill Finger, ce dernier a aussi écrit le scénario du tout premier numéro en 1939 et de bien d'autres, créant notamment le personnage de Bruce Wayne. C'est aussi Bill Finger qui imagine Robin, le commissaire Gordon, le Joker et bien d'autres vilains. C'est encore lui qui trouve le nom de Gotham pour la ville du justicier inspiré par New York. Et pourtant Bob Kane, à qui National Comics Publication, futur DC, avait commandé à lui seul un nouveau super-héros après le succès fulgurant de Superman, Bob Kane donc refusera de créditer Bill Finger comme co-créateur, le laissant dans la pauvreté alors même que Batman a fait toute sa fortune. Le nom de Bill Finger ne sera finalement crédité qu'à partir de 2015, soit 41 ans après sa mort. Pour ce qui est de Batman au cinéma, c'est en octobre 1979, alors que la licence est jugée morte et enterrée à cause de la fameuse série télévisée Extra steam neutralizing bat pellets, Batman. que Michael Uslan, jeune scénariste chez DC Comics, et Ben Melniker, producteur exécutif et légende au sein du studio MGM, parviennent à obtenir les droits pour adapter Batman en film. Étrangement, ce sera Batman Forever en 1995 qui relancera la franchise après l'échec commercial de Batman Returns, qui reste pourtant aujourd'hui le meilleur de la série dans le cœur de nombreux fans. Mais alors que les partenaires de Warner se fichaient pas mal de Batman Forever au moment de sa production, tous voulurent en être pour faire une suite afin de vendre un maximum de jouets et toutes sortes de produits dérivés, comme nous l'explique Joel Schumacher dans le commentaire du film. Okay, the credit card was definitely a promotion, as you can imagine. As I told you earlier, many corporations wanted their products promoted in Batman and Robin. C'est donc surtout la voracité du studio qui a plombé Batman et Robin et qui en a fait le film le moins rentable de la série, derrière Batman Returns. Ainsi, la franchise meurt une nouvelle fois et mettra du temps à s'en remettre. Ce qui nous amène à Batman Begins, dont on peut se demander si la rencontre entre Christian Bale et Christopher Nolan sur ce projet n'était pas un peu écrite à l'avance. Plusieurs réalisateurs seront envisagés pour relancer Batman, dont Darren Aronofsky qui travailla un moment à l'adaptation du classique Year One, sur un scénario de Frank Miller, mais il quitta le projet suite à un désaccord avec le studio, le réalisateur tenant à ce que son film soit classé R. Puis Warner se tournera vers Christopher Nolan, réalisateur ingénieux issu du cinéma indépendant ayant déjà 3 longs métrages derrière lui qui ont tous à voir avec le film noir, et surtout, Nolan n'a connu aucun échec commercial. Par ailleurs, son projet précédent, pour lequel il avait écrit un script que nous verrons peut-être un jour à l'écran, traitait du richissime Howard Hughes, entre autres ingénieur, aviateur et cinéaste. Le projet fut avorté, peut-être parce que Martin Scorsese lui coupa l'herbe sous le pied avec Aviator. Mais Nolan put reporter une partie de son travail en l'appliquant à Bruce Wayne. Reste Batman, personnage avec lequel Nolan n'est pas tellement familier au départ et qu'il a découvert par la série télévisée dans son enfance. When I signed up to do Batman, my knowledge of the comic books, and I've admitted this probably, was very slim. Il en parle donc à un ami, Dave Salvo, qui connaît bien les aventures du Chevalier Noir et qui l'engage comme consultant sur le film. Salvo explique à Nolan que la singularité de Batman, qui n'apparaît pas immédiatement dans les comics, est de ne pas porter d'arme à feu et de ne pas tuer, ceci afin de se démarquer des criminels qu'il affronte. Cet élément servira de colonne vertébrale pour Batman Begins, première véritable origin story du super-héros au cinéma, qui sera traité de façon réaliste à contre-pied de toutes les adaptations précédentes et qui s'inspire du Superman de Richard Donner, qui non seulement est aussi une origin story, mais qui réussissait également la prouesse de rendre crédible l'existence du super-héros dans notre monde, comme Nolan l'explique maintenant à l'occasion des 80 ans de la franchise. I always very much had in mind what Dick Donner had done with Superman in the late 70s. You know, I'd seen that film when I was 8 years old, and it made quite an impression. And it was about the gravity with which that film allowed you to believe, you believe a man can fly. I mean, it did that. It took you on that journey so that it made it all possible, and that was very exciting. And one of the ways it did that was the incredible casting of that film. From Christopher Reeve, obviously, Marlon Brando, all these incredible supporting players. So Gene Hackman, I mean, Ned Beatty, I mean, there's so many. We tried to put together that kind of cast for Batman Begins. C'est donc sur cette promesse que le projet est vendu à Warner, s'accordant avec le studio pour faire un PG-13.
Il s'entoure alors de son directeur artistique sur Insomnia, Nathan Crowley, et de David S. Goyer, parce qu'il avait déjà écrit des adaptations de comics tels que The Crow, La Cité des Anges, le téléfilm Nick Fury, s'il vous plaît, avec David Hasselhoff, et surtout Blade 1 et 2 de Stephen Norrington et Guillermo del Toro, qui eurent tous deux un succès commercial. Et pour que rien ne fuite sur la mise en place du projet, le scénario portera un faux titre, Intimidation Game. Autre anecdote, Gary Oldman avait d'abord auditionné pour le rôle de Ra's al Ghul, tandis que l'acteur Chris Cooper refusa le rôle de Gordon. Nolan changea alors ses plans en proposant le rôle du policier à Oldman, qui avait déjà joué beaucoup de vilains par le passé et qui se sentait alors plus en phase avec Gordon. Il est à noter que Nolan voulait aussi faire un film dans lequel le méchant ne volerait pas, cette fois-ci, la vedette au héros. Ainsi compare-t-il son Ra's al Ghul à Hugo Drax dans Moonraker et dit clairement dans l'émission radio The Treatment: Yeah, he's very much drawn from the Bond villains. There's a lot of Hugo Drax in him and that kind of thing. And that to me felt a very useful approach because we were looking to ground everything in reality. Mais gardons surtout en mémoire que si Batman Begins est effectivement le premier volet d'une trilogie, il n'a pas du tout été pensé comme tel au moment de sa production. Christopher Nolan et ses deux scénaristes, David Goyer et son frère Jonathan, non crédités au scénario, mais qui a participé à l'écriture des 3 films, tous 3 ont évacué l'idée d'une suite presque immédiatement dans l'écriture. Ainsi, le personnage d'Harvey Dent, dans ses fonctions juridiques, fut gardé dans la narration, mais son nom fut changé en Finch, afin que le spectateur ne s'imagine pas un autre film qui verrait le personnage devenir un super vilain. Nolan rappelle clairement son intention, comme on peut l'entendre maintenant. When those films were being made, it was very much the case of, you had to make a great movie or you weren't going to get the opportunity to make a sequel. I mean, there was no studio at the time really interested in investing in multiple films until you'd proven the concept. So we put everything we could into Batman Begins and tabled everything else for later. So the Joker card at the end of Batman Begins was never intended as a sort of direct, reference to a sequel. It was very much about sending the audience out of the theatre with a sense of the possibilities and excitement for, okay, this is the completion of the origin story, and now the character's going to, go off into this world we've created. Intéressons-nous maintenant à la dimension réaliste du film telle qu'elle fut voulue par Christopher Nolan. Très tôt dans l'écriture du film, Christopher Nolan demande à son scénariste David Goyer d'inclure à son script une Batmobile réaliste, et surtout fonctionnelle, la voiture valant comme le maître étalon de tout l'univers que Nolan construisait. La Batmobile, appelée Tumbler, est imaginée par Nolan à l'aide de pâte à modeler et prendra la forme d'une Lamborghini Countach croisée avec un Humvee, véhicule militaire à fonctions multiples. Dans une approche plus guerrière, on pourrait la rapprocher du véhicule tank de Frank Miller dans son Dark Knight Returns. À partir de là venait la question du costume, dont Paul Levitz, alors président chez DC Comics, raconte le souhait de Nolan d'enlever le cercle jaune du logo pour rendre le super-héros plus sérieux. Mais Nolan se rend très vite compte que Batman, sans sa cape, n'est plus Batman. De sorte, alors que Nathan Crowley avait dans l'idée que Gotham soit particulièrement moderne, Nolan, au contraire, souhaitait conserver une partie du visuel expressionniste, cultivé notamment par Tim Burton, pour finalement mélanger les deux. Comme référence cinématographique, Nolan cite Metropolis et M le maudit de Fritz Lang, mais aussi Blade Runner. Écoutons-le sur ce sujet. I mean, we were trying to build a world in the way that Ridley Scott had done in his films like Blade Runner, for example. We were looking at the silent era, Fritz Lang's films and so forth, trying to figure out the use of the geography of a city to express a sense of metaphor or allegory with the narrative we're creating, which is what the world of Batman and Gotham as a sort of heightened version of a regular city, a kind of New York on steroids, if you like. Du reste, Gotham est aussi inspiré d'autres villes telles que Chicago, Tokyo, Hong Kong et les Docklands de Londres. Nolan avoue sa préférence à trouver des lieux bien réels plutôt que d'aller en plateau. Ainsi, la cour de justice de Gotham, l'asile d'Arkham ou le manoir Wayne ont été filmés en Angleterre, dans des décors bien existants. Le paysage anglais est évident pour le manoir Wayne, qui se retrouvait déjà dans Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick avec toute son aura mystérieuse. D'autre part, Nolan évite au maximum les effets spéciaux en CGI, préférant utiliser des éléments profilmiques, c'est-à-dire qui sont filmés directement par la caméra. Ainsi, de nombreuses scènes d'action ont été filmées pour de vrai, en utilisant des modèles réduits, ce qui donne encore aujourd'hui un effet de réalisme saisissant.
La ville de Gotham aussi est en partie une maquette, notamment le quartier pauvre des Narrows, mêlé avec du CGI. L'attaque des chauves-souris a de même aussi été réalisée en CGI car il n'était pas possible de commander de vraies chauves-souris. Le numérique dans les effets spéciaux intervient aussi merveilleusement dans les visions de peur en vue subjective et dont on sait qu'elle est un élément central du film. L'intention de Nolan fut en effet de montrer le justicier du point de vue des criminels, autrement dit de le voir peu, et qu'il soit effrayant. Sur ce point, Bruce, qui change sa voix pour faire peur aux criminels et pour ne pas être identifié lorsqu'il est Batman, est une idée qui se trouvait déjà dans le film de Tim Burton en 1989. Don't kill me! Don't kill me, man! I'm not going to kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. Et quant au style de combat de Batman, écoutons maintenant ce qu'en dit Christian Bale. We were looking to try and invent something that would look like Bruce Wayne's own invention. And then it was my stunt double, actually, Buster Reeve, who remembered this discipline called Casey, which is it's like a Spanish-English fighting discipline that's really brutal. It worked very well with the whole cowl and the suit because of the positioning. I was going to say, working with a mask and a suit, does that make everything doubly as hard? The suit was actually fantastic for the fighting. It gives you the protection, you know, Right. so I really could take punches and not be devastated by them. But the KC moves are very brutal. It's all about breaking bones, but it's also about never moving backwards, you know, and I liked that about it because, to me, Batman has a strong masochistic streak, you know? Right. He has a lot of guilt, and he kind of wants people to punish him. So as he's moving in on the fights, he doesn't object to the fact that he's getting hit. He enjoys that pain. Nous développerons justement et dans les grandes largeurs cet aspect psychologique évoqué par Bale. Mais pour en revenir au réalisme recherché par Christopher Nolan pour son Batman Begins sur le modèle du Superman de Donner, on voit combien tous les éléments que nous avons cités font globalement de cette entreprise un succès, apportant de surcroît une stature au film. Là où le bas blesse néanmoins, c'est que le film souffre de certaines faiblesses d'écriture. Ainsi ai-je beaucoup de mal à conserver ma suspension d'incrédulité lorsque Ra's al Ghul explique vouloir combattre la corruption en mettant sur pied une crise économique qui, in fine, alimente la mafia et crée donc encore plus de corruption. Et pourquoi diable cet acharnement sur le quartier le plus pauvre de Gotham ? S'il y a une critique du système capitaliste de la part des auteurs, car elle se retrouvera plus ou moins dans les deux films suivants avec le Joker et Bane, celle-ci manque franchement de cohérence dans Batman Begins. Or, ces facilités d'écriture empiètent aussi sur certaines scènes d'action, et tout particulièrement celle où Bruce Wayne parvient à défaire à lui seul toute la ligue de Ra's al Ghul, faisant même exploser le temple à partir d'un simple tisson brûlant, reproduisant ainsi un cliché éculé du cinéma hollywoodien. Comparativement, le sabotage de l'usine qui voit la naissance du Joker dans le Batman plutôt expressionniste de Tim Burton est plus réaliste et plus logique scénaristiquement, puisque c'est le vilain qui la provoque dans le but de cacher des preuves à la police. Bref, Batman Begins est donc un film de super-héros qui se veut réaliste et qui, malgré certaines faiblesses, l'est par bien des endroits. Mais cette recherche de réalisme autour de Batman était déjà présente dans certains comics qui inspireront Nolan, comme nous pouvons le constater maintenant en analysant les emprunts faits aux comics dans Batman Begins. On pourrait commencer par les affiches du film à la couleur orangée. La naissance du justicier étant apparentée au lever du soleil avec cette couleur dorée. Batman apportant lumière et espoir sur la ville, ce qui le rapprocherait de Superman. Or, il y a une affiche en particulier dans laquelle Batman porte Rachel dans ses bras, faisant référence au moment du film où celle-ci a été empoisonnée par Scarecrow. La posture de Rachel est quasi identique à celle de Robin dans le fameux arc de 88, A Death in the Family, de Jim Starlin et Jim Aparo, qui voit la mort de Jason Todd, le deuxième Robin. Cette image semble aussi citer une couverture plus ancienne de Batman 156 parue en 1963. La pose est du reste iconique, rejoint par là la Pietà de Michelangelo que l'on peut voir au Vatican dans la basilique Saint-Pierre. Abordons maintenant Frank Miller, auteur à l'influence considérable sur Batman dans les années 80 et qui, dans The Dark Knight Returns en 86, attribue très explicitement un collier de perles à Martha Wayne. En fait, Martha portait déjà un collier dans la première origin story de 1940, objet de convoitise de Joe Chill, et qui aboutira au meurtre des parents de Bruce.
Mais si la scène est réinterprétée plusieurs fois au fil du temps, j'observe cependant que c'est Dennis O'Neil et Neil Adams qui sont les premiers, en 71, à faire apparaître les fameuses perles auxquelles Miller soustraira ensuite le médaillon pour en faire le collier aujourd'hui bien identifié, et qu'il remettra dans Year One en 87. Ce collier devient alors un élément cinématographique inséparable de la tragique scène, figurant chez Burton, Nolan et Snyder. Or, le traitement de cette scène par Miller, puis les auteurs qui suivront, m'intime particulièrement à interpréter les perles s'éparpillant dans l'espace comme une métaphore de la psyché de Bruce, qui vole en éclats au moment même du meurtre de ses parents. L'influence de Dark Knight Returns se fait aussi ressentir lorsque Rachel emmène Bruce dans les quartiers pauvres de Gotham pour lui montrer les problèmes structurels de la ville qui génèrent des inégalités sociales et permettent à la mafia de s'installer, fabriquant chaque jour de nouveaux dieux de chill. Ainsi, au début de Dark Knight Returns, Bruce, âgé et moustachu, se fait agresser à l'endroit même du meurtre de ses parents et ne cherche pas à se défendre. Au lieu de ça, il repense à Joe Chill. Cette agression 40 ans plus tard et la violence donc qui continue de courir les rues lui font prendre conscience que le problème persiste. Comme il est triste alors que Frank Miller se soit opposé au mouvement portant pacifique Occupy Wall Street à l'automne 2011, dénonçant les abus du capitalisme financier et réclamant une justice sociale. Il écrivit notamment sur son blog « Occupy n'est rien qu'une bande de branleurs, de voleurs et de violeurs, une foule indisciplinée biberonnée à la nostalgie de Woodstock et à une conception putride de ce qui est juste. Ces clowns ne peuvent rien faire sinon nuire à l'Amérique. » Et pourtant, alors que cet événement a popularisé le masque de Guy Fawkes, de David Lloyd et Alan Moore, porté par les Anonymous comme symbole de contre-culture, en France, ce sont les Gilets jaunes qui, en novembre 2018, pour à peu près les mêmes raisons et avec une répression policière au moins comparable, s'identifient aux Spartiates de Miller affrontant l'empire de Xerxès, popularisé par le film de Zack Snyder. Spartans! What is your profession? Comme si l'histoire nous offrait un retournement symbolique de l'œuvre de Frank Miller, en l'occurrence 300, contre lui-même. Pour en revenir à Batman Begins, le film emprunte à Year One l'utilisation d'une technologie ultrason appelant des chauves-souris à la rescousse du justicier. Et en plus de la référence finale au Joker, on retrouve aussi l'inspecteur Flass, bien qu'il porte clairement les traits d'Harvey Bullock, autre flic de Gotham. On retrouve également le commissaire Loeb. C'est d'ailleurs là un pur hasard, mais Jeff Loeb est aussi le nom du scénariste de l'arc The Long Halloween, sorti 10 ans plus tard en 96, autre référence essentielle de Batman Begins et de The Dark Knight. I believe in America. America's made my fortune. The Long Halloween rend aussi hommage dès ses premières pages à l'ouverture du Parrain de Francis Ford Coppola avec Marlon Brando. Or, dans la construction du mythe de Batman, le film que Bruce va voir avec ses parents n'a pas toujours été Zorro. Rappelons même qu'il n'y avait pas de film du tout dans la première origin story. Puis en 81, on apprendra juste que Marlon Brando était dans le film en question. C'est donc encore une fois Frank Miller qui canonise Zorro comme étant le film vu le jour du drame, d'abord dans The Dark Knight Returns en 86, puis à nouveau dans Year One en 87. Mais pour en revenir à l'influence du Long Halloween, elle est particulièrement mise en avant lors d'une conversation entre Goyer et Nolan, retranscrite en introduction de l'édition de 2007 du recueil, où Nolan fait savoir que Jeff Loeb est le premier scénariste à avoir mis en place l'idée d'un triangle solide entre Batman, la police et la justice, afin que les criminels ne soient pas aussitôt relâchés. Le rôle de Dent est ainsi repris dans Batman Begins en la personne de Rachel Dawes, accompagnée de Finch. Et dans The Dark Knight, l'influence de The Long Halloween saute aux yeux lorsque Gordon, Dent et Batman se retrouvent à l'endroit du Bat-Signal. C'est que The Long Halloween est aussi une suite assumée à Year One, développant l'univers mis en place par Frank Miller et David Mazzucchelli, notamment le personnage de Carmine Falcone que nous retrouvons donc dans Batman Begins. Mais Miller, aussi novateur fut-il, n'est pas le premier à aborder la corruption systémique de Gotham avec Year One. On trouvait déjà le personnage de Rupert Thorne, conseiller municipal véreux créé par le scénariste Steve Englehart et qui sera repris par Jerry Conway au début des années 80. Ainsi, Thorne s'allie avec le commissaire Peter Pauling, très similaire au commissaire Loeb de Frank Miller, pour faire de Batman un hors-la-loi pourchassé par la police. On y retrouve même une scène commune avec Year One où Gordon est passé à tabac par d'autres flics. Miller avait déjà abordé la corruption avec le Caïd, ou Kingpin en anglais, dans son run sur Daredevil, et on la retrouvera dans Sin City, autre œuvre culte de Miller.
Notons encore que dans le roman Le Fléau de Capistrano, écrit par Johnston McCulley en 1919 et qui donnera le film The Mark of Zorro en 1920, le justicier masqué affronte lui aussi une police corrompue. Mais sur ce thème, on pourrait aussi bien remonter au Moyen-Âge avec Robin des Bois combattant lui aussi un système corrompu. Concernant les autres personnages, on note la présence de Lucius Fox qui apparaît pour la première fois en 1979 sous l'impulsion de Len Wein, le faisant directeur général de Wayne Enterprises afin de donner là encore plus de réalisme au Chevalier Noir en lui laissant les mains libres du côté des affaires. Nolan en a clairement fait un émule du Q de James Bond, présentant à Batman tous les gadgets à sa disposition. Pour les deux vilains du film, on dira simplement de Scarecrow, ou l'épouvantail en anglais, qu'il est un des plus anciens créés par Bill Finger et Bob Kane, apparu pour la première fois en 1941. Quant à Ra's al Ghul, il apparaît pour la première fois en juin 71 et fut créé par l'éditeur Julius Schwartz, le scénariste Dennis O'Neil et le dessinateur Neil Adams. Cette équipe apportera un souffle nouveau et sans précédent dans la série Batman. Ra's al Ghul, dont le nom signifie tête de démon en arabe, partage de nombreux points communs avec Batman, qui, avec ses oreilles en pointe, épouse lui aussi l'image d'un démon. Dans la série animée produite par Bruce Timm, Ra's porte même un masque d'Anubis, lui attribuant ainsi les mêmes oreilles en pointe. À l'égal de Batman, Ra's est aussi très intelligent, au point d'être le tout premier vilain à avoir déduit son identité secrète. Il est aussi riche et partage encore avec Bruce de nobles idéaux, cherchant à sauver la Terre, mais au détriment des hommes qui l'habitent. C'est un éco-terroriste, d'où peut-être sa couleur verte. À moins que celle-ci ne provienne des 13 fiancées de Fu Manchu par Don Sharp. Fu Manchu, joué par Christopher Lee, est aussi une inspiration majeure pour le vilain dans les comics, dont la fille est aussi son principal bras droit. Le Wikipédia anglais sur Ra's al Ghul mentionne aussi un antécédent visuel avec deux personnages de la Panthère Rose en 1963, incarnés par James Lamphere et Claudia Cardinal. Dernier élément dans la conception du vilain, les auteurs adaptent à Batman une partie de l'intrigue de 007 au service de Sa Majesté, où un vilain encourage le héros comme Ra's à épouser sa fille. Il y a donc à la fois un rapport d'égal à égal, mais aussi de filiation puisque Ra's souhaite que Batman reprenne le commandement de son organisation, car lui seul en est digne, selon lui. Who are you? My name is merely Ducard, but I speak for Ra's al Ghul, a man greatly feared by the criminal underworld. Henry Ducard, nom sous lequel se présente Ra's al Ghul dans le film, est un autre personnage issu des comics et reflète là encore un rapport père-fils de substitution. Ducard est un des mentors de Bruce Wayne à la morale ambiguë et rencontré à Paris. Plus tard, Ducard déduira à son tour l'identité du super-héros. Il apparaît pour la première fois en 1989 sous la plume de Sam Hamm, scénariste qui officiera sur les deux Batman de Tim Burton, et s'inscrit à la suite de l'histoire courte The Man Who Falls, paru la même année par Dennis O'Neil et Dick Giordano. Écoutons maintenant ce que Christopher Nolan en dit. The jumping off point really for me had been a story called The Man Who Falls, and it suggests various points along the development of Bruce Wayne into Batman. This idea that he travels the world and is mentored and tutored in different disciplines by various individuals and then returns to Gotham. For me, it was a fascinating story, and it was a fascinating connection between Bruce's early childhood trauma, falling down this well and being attacked by these bats, and then the persona that he then develops in order to use people's fear against them. Dans l'émission radiophonique The Treatment en 2005, Christopher Nolan assimile aussi son Batman au Comte de Monte Cristo. The first third of our film, which really deals with his leaving Gotham and going around the world and finding the means to fight crime, essentially. I mean, there's a lot of, the Count of Monte Cristo, things like that. This kind of part of the story where the hero is forced or has to, abandon his kingdom, if you like, and discover himself and then returns changed. That's a really important part of the myth of the character, I think, but it hasn't really been addressed before. Plusieurs points communs et non des moindres sont à remarquer entre Batman et Monte Cristo, tels que l'identité plurielle, la base secrète due à la richesse du personnage, ou encore la motivation vengeresse originelle. Dans son livre Super-héros, une histoire française, Xavier Fournier rapporte qu'Umberto Eco est le premier à voir dans le Comte de Monte Cristo un prototype de Batman dans son essai de Superman au surhomme. Xavier Fournier cite également V pour Vendetta d'Alan Moore et de David Lloyd, autre super-héros vengeur qui s'inscrit dans la lignée de Monte Cristo. Un dernier détail particulièrement signifiant, issu de The Man Who Falls, est enfin celui du puits, qui est de grande importance dans le traitement de Nolan, car c'est en tombant dans ce puits que l'enfant Bruce fait face à sa propre peur avec la rencontre des chauves-souris. Mais une fois encore, cette scène apparaissait déjà dans le Dark Knight Returns de Frank Miller en 86, avec toute la symbolique psychique qu'elle entraîne. On n'est donc pas étonné d'y voir ce qui semble bien être une référence à Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll lorsque Bruce part lui aussi à la poursuite d'un lapin blanc, juste avant de finir dans les ténèbres du puits familial.
Le troisième film, The Dark Knight Rises, ou l'ascension du Chevalier Noir, reflète justement au centre de son récit la scène du puits du début de Batman Begins, à une échelle épique cette fois-ci. C'est désormais seul et sans corde que Bruce se libère de la prison à ciel ouvert, et c'est maintenant lui qui aide les autres prisonniers à remonter à la surface en lieu et place de son père. Bruce. D'autre part, The Dark Knight Rises justifie aussi son titre par l'ascension du personnage de Joseph Gordon-Levitt, amené à devenir un nouveau Batman. De sorte, Bruce devient à son tour un mentor pour ce personnage. Je finirai ici par une autre influence sur le film d'O'Neill et de Giordano qui avaient déjà réinterprété le meurtre des parents de Bruce Wayne en 1966. La scène où Gordon réconforte l'enfant dans Batman Begins fait écho avec celle où le personnage de Leslie Tompkins sur le papier prend Bruce dans ses bras alors qu'il est seul et totalement désemparé. Intéressons-nous donc plus encore à ce trauma et plongeons maintenant ensemble dans la psyché de Batman. Comme pour Batman Begins, Inception de Nolan semble rejouer la chute à caractère psychique d'Alice qui, avec le meurtre des parents de Bruce sous ses yeux, pourrait trouver un éclaircissement psychanalytique particulièrement significatif. Mais il nous faut en dire un peu plus sur la psychanalyse, méthode d'investigation psychologique qui émerge du travail de Sigmund Freud, dont les premières publications paraissent en 1895 et qui aboutiront entre 1900 et 1915 à la première topique. Celle-ci est l'esquisse d'une cartographie de la psyché humaine où Freud fait un partage entre le conscient et l'inconscient, avec au milieu un espace dit préconscient qui opère comme un filtre entre les deux dans le fonctionnement de notre appareil psychique. Puis dans les années 1920, Freud complète ce schéma avec une deuxième topique où il introduit le ça, le moi et le surmoi. Dans cette conception, le ça représente notre inconscient, dirigé par le besoin frénétique de satisfaction d'un plaisir, mais aussi l'évitement de tout déplaisir, et qui se manifeste par les pulsions. Le ça est un chaos qui veut tout de suite. Il ignore la temporalité et ne supporte pas la contradiction avec le moi. Or le moi est précisément la conscience qui contrôle l'accès à la perception et à l'action, mais qui, à l'origine, n'est qu'une portion du ça, devenue autonome sous l'influence du monde extérieur. Concernant le Chevalier Noir, il y a un comic book, Batman Ego, de Darwin Cook, paru en 2000, où Bruce Wayne fait face à une vision de Batman comme démon intérieur qu'il doit contenir, et qui ressemble fortement à une personnification du ça. Dans le rêve, le ça peut d'ailleurs prendre la forme d'un animal pour marquer sa présence. Freud le compare aussi à un cheval sauvage, avec son cavalier accroché à lui et qui cherche à dompter sa puissance. Le ça répond donc à un principe de plaisir, alors que le moi a appris à se comporter en accord avec la réalité qui l'oblige souvent à retarder ce plaisir. Ensuite arrive le surmoi, qui complète la psyché humaine et qui joue à l'égard du moi le rôle de modèle idéal, de juge ou de censeur contre certaines pulsions. Mais pour bien comprendre le rôle du surmoi, il est nécessaire d'en revenir au fameux complexe d'Oedipe, qui, dans sa forme classique, met en évidence que tout homme cherche, comme l'Oedipe roi de Sophocle, à épouser sa mère et à se débarrasser du père, tout en vivant dans l'ignorance de ce souhait. Selon Freud, ce conflit ne peut se résoudre que par une identification au père, qui est la naissance même du surmoi, alors que le moi est encore très faible par rapport au ça, à cette étape de la vie. Puis le moi s'affirmera progressivement par le moyen de nombreuses autres identifications, mais le surmoi y tiendra toujours une place prédominante. Il est celui qui dit au moi ce qu'il faut faire et ce qu'il ne peut pas faire, aidant ainsi le moi dans sa maîtrise du ça. Il apparaît pourtant une perversité navrante du surmoi car il se manifeste le plus souvent par un sentiment de culpabilité et peut se montrer aussi cruel et tyrannique que le ça envers le moi, comme si c'était le moi qui était responsable des pulsions du ça. De sorte, le moi se retrouve ainsi soumis à 3 types de dangers qui peuvent entraîner bien des angoisses et qui engendrent à leur tour toutes sortes de crises, de névroses ou de maladies. D'abord, il y a tous les périls du monde extérieur, puis les agressions du ça contre le moi, et enfin, les reproches sévères du surmoi. It's not just your name, sir. It's your father's name. And it's all that's left of him. Don't destroy. Que Freud apparente à des pulsions de mort, le moi n'étant pas aimé par son surmoi, ce qui occasionne parfois des penchants suicidaires chez l'individu.
Ces pulsions de mort qui proviennent le plus souvent de la tyrannie du surmoi trouvent plus ou moins leur inverse avec les pulsions du Ça qui seraient vues comme des pulsions de vie. Thanos, personnage inventé par Jim Starlin chez Marvel Comics, est directement inspiré de la pulsion de mort. Starlin lui a donné Eros comme frère qui personnifie la pulsion de vie. À ces deux pulsions, Freud en ajoute une troisième, la pulsion de destruction, qui dérive de la pulsion de mort, qui n'est alors plus tournée contre soi-même, mais contre le monde extérieur. Or, selon Freud, c'est par l'entremise de la pulsion de vie que cette pulsion de mort est redirigée vers la destruction. Nous en resterons là dans l'explication du système freudien. Mais il est clair à mon avis que la psychanalyse de Freud repose avant tout sur une série d'intuitions et d'hypothèses spéculatives, telles que le complexe d'Oedipe, duquel découle le concept de surmoi. Il n'est donc pas déraisonnable de la remettre en cause dans ses fondements scientifiques. Mais qu'en est-il maintenant de son influence sur Bruce Wayne dans Batman Begins ? Dans son ouvrage Psychanalyse de contes de fées, Bruno Bettelheim observe que de nombreux contes, par exemple Blanche-Neige, Cendrillon ou Peau d'âne, commencent avec la mort d'une mère ou d'un père, sinon les deux, ce qui crée pour le personnage des problèmes d'angoisse. Or à Batman s'ajoute encore un sentiment de culpabilité. Mais faisons juste un détour par Batman Forever pour signaler l'existence d'une scène coupée dans laquelle Alfred montre au héros un coin secret de la grotte. Bruce trouve alors le journal de son père qui le délivre de sa culpabilité, celle d'avoir déclenché la sortie au cinéma le jour du drame, car il apprend qu'elle avait été déplacée d'une semaine par son père. Not my fault. Le livre Batman and Psychology de Travis Langley rapporte que le film, avant son remontage par le studio, portait bien sur la psychologie et la culpabilité de Bruce. Raison pour laquelle son love interest, incarné par Nicole Kidman, est une psychologue. Your memories are trying to break through. Don't fight them. I want to tell you something. Something I've never told anyone. It's all right. It's all right, I'm here. Or, sur ce thème, je trouve l'approche de Batman Begins plus audacieuse dans la mesure où Bruce, en tombant dans le sous-sol de la demeure familiale, y fait la rencontre des chauves-souris qui le traumatiseront. Or, c'est cette vision des chauves-souris à l'opéra qui intimera ses parents à partir plutôt du spectacle pour se retrouver tous les trois seuls dans la rue face au criminel qui tuera ses parents. Il appert donc que dans Batman Begins, Bruce n'arrive pas à faire le deuil de ses parents car c'est lui qui a, involontairement cela va sans dire, provoqué la scène fatale. Il est donc fixé psychiquement à ce traumatisme et éprouve une certaine culpabilité qui, selon le modèle psychanalytique, émane naturellement de son surmoi et génère en lui une pulsion de mort. Cette pulsion se transforme donc en pulsion destructrice lorsque Bruce cherche à assassiner Joe Chill. Au passage, le flash de l'appareil photo dans cette scène fait écho au meurtre en 1963 de Oswald, assassin présumé du président américain John Kennedy. Ainsi donc, le héros jette son arme et plus tard il choisira finalement d'épouser sa peur, afin de l'utiliser contre les criminels, faisant de la chauve-souris à la fois un symbole de peur pour les gangsters, parce qu'elle sort de sa grotte pour chasser la nuit, mais aussi un symbole d'espoir et de sécurité pour les citoyens de Gotham. En devenant Batman, Bruce change ainsi l'objet et le but de sa pulsion. Celle-ci trouve alors une satisfaction tout en étant au service de valeurs sociales et morales plus élevées. Ce mécanisme visant à transformer la pulsion plutôt que de la réprimer est appelé sublimation, avec le sens d'élever quelque chose et de l'amener vers un état supérieur. Selon le système de Freud, le modèle de surmoi de Bruce est naturellement son père, Thomas Wayne, auquel il s'est identifié lors du conflit oedipien. On comprend mieux alors dans cette optique pourquoi le film fait tant référence au père et si peu à la mère. Alfred, sorte de père de substitution, peut aussi apparaître comme une incarnation du surmoi de Bruce, car il est aussi sa bonne ou sa mauvaise conscience qui le culpabilise parfois lorsque c'est nécessaire. It's a miracle no one was killed. It's Rachel, Alfred. She was dying. Well, we both care for Rachel, sir. But what you're doing has to be beyond that. It can't be personal, or you're just a vigilante. Pour Ra's al Ghul, c'est encore une autre histoire. Dans les comics, ce n'est pas tellement un mentor, contrairement à Henry Ducard. Mais Goyer et Nolan ont fusionné les deux pour, à l'évidence, renforcer la thématique du père. On pourrait ainsi voir le film comme tout entier tourné vers la question du surmoi. Mais c'est aussi l'occasion d'aborder le point de vue du mythologue américain Joseph Campbell. Sigmund Freud et Carl Gustav Jung, que nous n'aborderons pas ici, ont eu une influence considérable sur Joseph Campbell, auteur du Héros aux 1001 visages, dans lequel il imagine que tous les contes, tous les mythes, toutes les religions racontent essentiellement la même histoire. Pour tout dire, Campbell n'est pas le premier à émettre cette hypothèse, puisqu'on trouvait déjà, dès 1909, le livre d'Otto Rank, Le mythe de la naissance du héros. Mais Campbell popularisera le concept sous le terme de monomythe. Son travail aura à son tour une influence déterminante sur l'écriture de George Lucas, dont Star Wars est justement le film qui donne envie à Christopher Nolan de devenir cinéaste à l'âge de 7 ans.
On pourrait justement faire un parallèle dans la relation entre Luke, Obi-Wan et Dark Vador d'un côté, Bruce, Henry Ducard et Ra's al Ghul de l'autre. En effet, les deux récits appuient fortement sur la relation au père que Joseph Campbell, à la suite de Freud et de Jung, désigne comme l'intrus originel dans le paradis établi entre l'enfant et sa mère. Et il ajoute « De là vient qu'au cours de l'existence, tout ennemi symbolise le père pour l'inconscient. » On comprend donc mieux d'où George Lucas tire son rapport père-fils entre Skywalker et l'antagoniste Dark Vador, avec au bout du compte la réunion au père à la fin de sa première trilogie. Toujours dans Le héros aux mille et un visages, Campbell développe son concept selon lequel le héros mythologique quitte son lieu de vie, qui passe le plus souvent par un refus de l'appel du destin, avant de partir à l'aventure pour aller affronter une force obscure, qu'il finira par vaincre à moins qu'il ne s'en fasse un allié ou que cette personne lui fournisse une aide magique. Alors le héros mythique poursuit son voyage et pénètre maintenant vers un autre monde aux forces inhabituelles, jusqu'à affronter l'épreuve suprême qui consiste par exemple à combattre un dragon ou un puissant tyran. Le héros obtient finalement la victoire et la récompense qui va avec. Pour finir, le héros rentre chez lui où la paix a été rétablie. Entre autres choses, Campbell développe que dans cette aventure, le médecin, voire le psychanalyste, tient aussi le rôle du sage vieillard des mythes et des contes de fées, qui connaît toutes les formules magiques et qui l'aide à surmonter ses épreuves. Inspiré par les travaux de Jung, notamment psychologie et alchimie, Campbell compare ce personnage à Thoth chez les Égyptiens ou l'Hermès des Grecs, mais aussi au mystérieux Hermès Trismégiste, auteur légendaire de la Table d'Émeraude et selon Campbell, le patron et le maître de tous les arts, spécialement de l'alchimie. Il ajoute qu'Hermès était aussi le maître des antiques mystères d'initiation, et que dans le Faust de Goethe par exemple, c'est Méphistophélès qui tient le rôle mercuriel du séducteur malicieux attirant les âmes au royaume des épreuves. Pour en revenir à Christopher Nolan, il y a bien une interview où il parle de Joseph Campbell, mais il dément pourtant toute influence de sa part. Écoutons donc sa réponse. Did you ever read Joseph Campbell or start to think about the hero's journey in terms of your own screenwriting, or is that not really an influence on you? But it hasn't really been an influence on me in terms of the looking at the cultural origins of things like Star Wars or whatever. I mean, I don't think you can sort of reverse engineer storytelling. I think you have to just write a story that you're fascinated by and figure out later on why you wrote it or how you wrote it. At least that's what works for me, is you just sit down and try and think up what you'd want to see on screen. Volontaire ou non, il demeure que les ressemblances entre Star Wars et Batman Begins sont nombreuses. D'autre part, Ra's al Ghul tient un rôle proche de celui de Méphistophélès dans Faust, qui accompagne le héros tout en jouant double jeu. D'ailleurs, la pièce jouée à l'opéra qui remplace l'habituel film de Zorro est justement Méphistophélès de Arrigo Boito. Mais un détail est à remarquer chez Ra's al Ghul dans son absence totale de cette couleur verte, alors qu'elle est explicitement la sienne dans toutes ses autres versions. Peut-être faut-il prendre en compte que Christopher Nolan est daltonien et qu'il ne voit pas les couleurs vertes et rouges, ainsi qu'il le révèle au BAFTA lorsqu'on lui parlait du costume violet du Joker dans The Dark Knight. Well, I left the purple up to other people because I'm colorblind. Not your colour? No, I can barely see shades of purple. I'm red-green colorblind. Alors si Adams et O'Neill ne donnent aucune indication quant au sens de cette couleur verte chez Ra's al Ghul, elle m'apparaît pourtant très révélatrice dans la mesure où le personnage ressemble physiquement à un diable ou à un Baphomet, et que le vert a longtemps été associé au diable en Europe à partir du milieu du XIIe siècle. Ainsi trouve-t-on au cinéma le diable entièrement vert dès 1899 dans La Danse du Feu de Georges Méliès. Alors, s'agit-il, comme on l'entend souvent, d'une diabolisation de l'islam, de même que, dit-on, l'image du diable serait un retournement du dieu Pan lorsque le christianisme s'installa en Europe? C'est bien possible. Le vert serait d'ailleurs la couleur préférée du prophète Mohammed, également associée au paradis et à la végétation. Analogie totalement absente dans la Bible. Et pour prendre un autre exemple au cinéma, on remarque bien dans L'Exorciste de William Friedkin comment le vert est associé au diable, mais aussi le diable à l'islam, avec les chants musulmans au début avec la découverte de l'idole démoniaque, présent aussi à la fin du film, de manière plutôt discrète. Ainsi, le rapprochement entre Ra's al Ghul, le diable et l'islam peut aussi se faire dans les comics car le vilain porte un nom arabe. Il est nord-africain et donc de culture islamique, tandis que sa ligue des assassins rappelle la fameuse secte musulmane créée au XIe siècle.
Du reste, je trouve que Ra's al Ghul, dans sa version comics, qui peut prolonger sa vie grâce au puits de Lazare, résonne avec un personnage bien mystérieux du Coran, entièrement habillé de vert, appelé Khadir dans les hadiths, ce qui signifie le verdoyant. Or, il se raconte parmi les musulmans que ce personnage est immortel et qu'il traverse les âges. Je conclurai ici en remarquant que Christopher Nolan, qui rappelons-le ne voulait pas faire d'ombre à Batman avec un méchant trop flamboyant, Nolan donc a ainsi effacé tout aspect surnaturel du vilain, de même que son origine arabe. Autre détail, la Ligue des Assassins dans les comics est devenue ici la Ligue des Ombres, nom qui convoque plus la culture ninja que la secte musulmane du Moyen-Âge. Or le film se situe après les attentats du 11 septembre 2001 et montre un groupe terroriste mené par un leader qui s'en prend à une ville clairement apparentée à New York et jugée par eux comme décadente. Il s'agit donc bien aussi pour Nolan, avec Batman Begins, de traiter du traumatisme comme de la peur vécue par les Américains, et mieux valait ne pas appuyer avec lourdeur les parallèles qui pouvaient être faits entre sa fiction et le réel. Peut-être cherchait-il aussi à éviter une stigmatisation des musulmans. Ra's al Ghul dans les comics est d'ailleurs inspiré de Fu Manchu qui fut d'abord une personnification xénophobe, typique de son époque, du péril jaune, et dont le cliché du chinois patibulaire figurait déjà sur la couverture du tout premier Detective Comics en 1937. Enfin, quant au 11 septembre 2001 dans les films de super-héros qui suivront, on en retrouve bien le spectre, notamment dans le Batman v Superman de Zack Snyder en 2015, lorsque Bruce tente désespérément de sauver ce qu'il peut des décombres lors de l'affrontement entre Zod et l'Homme d'Acier.